Bienvenue sur FAI TV et bienvenue à Gary Hartstein, le médecin de la Formule 1 pendant une quinzaine d'années, hein, vraiment en charge. Et avant ça, sur les circuits depuis, j'ai envie de dire depuis toujours, Gary. Avec Ziv Knoll, et bien voilà, on vous présente un peu à notre communauté des internautes de F1i, puisque vous allez devenir en quelque sorte notre consultant scientifique, entre guillemets. Pour cette saison, on va aborder Grand Prix par Grand Prix les caractéristiques de chaque course, mais d'abord un peu vous présenter. Gary, comment en tant que médecin on s'intéresse à la F1 et puis comment est-ce qu'on devient quelque part partie prenante? Dans mon cas, d'abord bonjour Pierre et bonjour Ziv. Tout d'abord, j'étais fan de courses automobiles. Quand j'étais gamin, c'est ce que je regardais. Le week-end, on avait l'IndyCar, le NASCAR à la télévision. Il faut savoir que Gary est américain. Hein, oui, j'ai grandi à New York. Alors, on avait un peu du Mans qui m'émerveillait. Ces voitures-là, je les trouvais... La grande époque de Ford au Mans. Oui, tout à fait, exactement. Et pour moi, c'était irréel de voir des voitures pareilles, plus même que les monoplaces. Mais on avait le Grand Prix de Monaco. Je me rappelle de l'accident de Bandini que j'ai regardé à la télé. Je pense que j'étais chez ma grand-mère. Et donc on avait de la course et j'étais amateur de course. Je n'avais jamais pensé travailler ou ce que ça représentait. J'ai étudié ma médecine ici en Belgique. Puis je suis rentré aux États-Unis faire ma spécialisation. Et c'est là qu'on est allé voir, toute une bande de copains, on est allé voir une course d'IndyCar aux grandes époques d'Alan Jr., de Petit Andretti, etc. Vous aviez des idoles à l'époque Mais quand j'étais gamin, Jim Clark, c'était vraiment juste. Je m'appelle de mon père qui était massacré effondré à l'annonce de la mort de Clark. De Jim Clark. Parce que je m'appelle d'avoir parlé avec lui avant cela de qui il pensait être le meilleur pilote. Et il m'a surpris avec une réponse que je connaissais limite pas. Bon, to make a long story short, donc comment est-ce que tu deviens impliqué? Arrivé ici en Belgique, donc on est allé sur cette course-là, et à ce moment-là, j'ai vu des voitures de service sur la piste, et je me suis dit, tiens, ça c'est intéressant, ça doit être assez gai de faire partie de cette organisation, sans jamais pousser la réflexion plus loin. Arrivé ici en Belgique, je suis arrivé au mois d'août 89, j'ai mis la télévision, c'était quelques jours quasi après être arrivé ici, j'ai mis la télévision, il y avait le Grand Prix de Spa-Francorchamps à 40 km de chez moi. Je me dis, attends, là, il y a des médecins. Et donc, sur la liste de tâches, contacter ces médecins-là. Christian Wallen, en l'occurrence. Et c'était Christian Wallen et Jean-Claude Tellings au circuit qui m'ont accueilli. Je dois dire qu'ils m'ont vraiment fait partie des meubles. J'adorais ça. Ils sont des fans de FAI Magazine depuis toujours. C'est des gars grandioses. Ils font partie de la bande. Et donc, comme ça, tu as ton premier contact avec tout à fait. La F1. Et alors, on est encore un peu au balbutiement, je dirais, sur le plan de la sécurité. Oui. C'est pas encore très professionnel, mais il y a quand même le professeur Sid Watkins qui vient d'être vraiment, par Bernie Ecclestone, mis en place. Donc il était là, à ce moment-là, 12 ans. Mais je ne connaissais pas son parcours. Tout ce qu'on m'avait dit, moi, j'étais vraiment... Je flottais, quoi. Quand on m'a dit que j'allais être dans la voiture avec Watkins, moi je me flattais en me disant c'est parce que je suis plus vieux, j'ai des mains d'or et tout ça, mais il n'en était nullement. C'était parce que je parlais anglais, quoi. Et parce que j'étais fumeur de cigare, etc. Et donc ils m'ont dit attends, ce type-là est grincheux. Non, je n'étais pas, mais ils me disent il est assez grincheux. Si tu entends dire quelque chose qui ne va pas, dis-nous. Et puis en plus, il faut fumer des cigares avec lui. Et en fait, on s'est super bien entendu. C'était finalement, au fil des années, devenu l'homme le plus important de ma vie, à côté de mon père. Parfois, je veux dire, c'était un mec remarquable. Alors, on va pas refaire 20 ans de Formule 1, Gary, parce que c'est vrai que c'est compliqué. L'évolution sécuritaire, tout de même, a été considérable, surtout après l'accident de Senna, où il y a eu cette espèce d'électrochoc. Toi, tu as vécu ça en première ligne. Donc, J'étais à Spa ce week-end-là, mais
donc je ne faisais pas... C'était Sid, c'était dans la suite un peu de ça. Les gens me demandent souvent l'avancée le plus important au niveau sécuritaire. Ils s'attendent à ce que je dise telle ou telle invention, un truc comme ça. En fait, pour moi, c'était Sid qui était un peu le locomotive. C'était et Max, celui qui permettait tout ça. Donc je veux dire, Max a tout compris ce week-end-là. Il s'est dit, attends, on ne peut pas avoir ça de nos jours, quoi. Pas à la télévision, ça ne va pas. Et le lundi, il a presque contacté Sid. C'est Sid qui l'a vu à la télévision le matin à la BBC. Et Max, à la télévision, annonçait que professeur Watkins allait être le chef du Advisory Expert Group. Et c'est eux qui ont appliqué la méthode scientifique. Donc, on a une bonne idée. Là où il y a 20 ans, parce qu'on partait de rien du tout, on disait, tiens, bonne idée, on le met en place. Maintenant, on créait des hypothèses, on les testait, on générait des données et on confirmait ou infirmait l'hypothèse. Et donc avec ça, et puis on agit sur 3 ou 4 axes. On agit sur les voitures, avec les structures d'absorption d'énergie. Mais je veux dire, tout le processus de gestion d'énergie, on l'aborde pas à pas. Donc on a les pistes et notamment les dégagements qu'on voit de plus en plus en tarmac. Pourquoi? Parce que ça marche mieux. Et puis on a les pneus qui ont été étudiés. Et donc les pneus, c'est pas au hasard qu'on les pose en fonction des vitesses attendues de contact. On a telle ou telle épaisseur. Quelle quantité en biais ou en face. Boulonné, etc. Avec Donc tout ça, ça a été chaque sortie de piste, j'imagine, est analysée. Tout à fait. Quand il y a des données utiles, alors dans les pneus, et puis la voiture qui absorbe, et puis le pilote, ce qu'il porte, son casque, son âne. Donc chaque étape de la gestion de l'énergie. Et puis, au-dessus de tout, on a aussi étudié l'organisation. Donc c'est pas un avancé, mais c'est cette méthode qui a permis tout le Hans, tout ce qu'on voit maintenant. Alors, on constate après toutes ces avancées et le fait que depuis ce dramatique week-end d'Imola en 1994, on touche du bois, il n'y a plus en tout cas pas mort d'homme et même pas de blessures graves, en tout cas en Formule 1. Chez les pilotes, en tout cas. Mais bon, le risque zéro, bien sûr, n'existe pas. Bon, alors, malheureusement, on sait aussi qu'il y a une évolution globale, politique dans le paddock. Le professeur Watkins est décédé il y a quelques mois. Et puis, tout de suite après, on constate que malheureusement, tu as été un peu débarqué de ce rôle de médecin de la Formule 1 par la FIA. Bon, on ne va pas rentrer dans la polémique, Gary, on n'est pas là pour ça. Mais en 2 mots, bon, on n'a toujours pas d'explication. Et donc, toi, aujourd'hui, comment tu vis ça et est-ce que tu es prêt à tourner la page vers de nouvelles aventures? Oui, je pense que c'est vrai que ça m'a surpris. Ça m'a surpris parce que je m'attendais à une façon différente. Mais in fine, ça ne m'a pas tout à fait surpris en ce sens qu'on m'a fait savoir relativement, je veux dire, rétrospectivement, je me rends compte qu'on a très bien fait connaître que... Fait comprendre que... Oui, que je ne suis pas quelqu'un de voulu... à toute une série de que tu devais passer la main. Mais est-ce que parce que tu t'entendais bien avec Watkins, tant que Watkins était là, c'était pas vraiment envisageable? Et puis, il y a un hasard de calendrier ou pas? Non, je ne sais pas. Okay. Je ne sais pas. Mais bon, maintenant, ceci étant, c'est vrai aussi que bon, c'est une vie excessivement contraignante, passionnante, enivrante. Il y a des gens qui sont des véritables toxicomanes de cet environnement, de cette adrénaline. Je leur comprends. C'est une passion envahissante. C'est terrible. Je veux dire, il y a une partie de moi qui souffre presque physiquement. Pourquoi? Parce que c'est le rythme. Tu entends les voitures, tu as envie d'être là, quoi. C'est comme ça au début. Oui, tout à fait. Mais je me rends compte que, quand je regarde la course de chez moi, je l'ai arrêté. Je ne connais même pas ce qui se passe au-delà du 15e tour. C'est délicieux, je vais rentrer chez moi, je vais remettre la télévision, parce que Malaisie, ce n'est pas facile, cette chaleur, on en parle, même dans une grosse Mercedes
climatisé. Dans la voiture Je peux médicale. dire que c'est mortel, Ouais, on ce souffre. truc-là. On est en trois couches de Nomex. Nomex avec un casque. C'est pas évident. Transpire. Je ne m'en plains pas. Hein, je Voilà. m'en plains pas. Moi, je te suis sur Twitter et je suis tes tweets récemment. J'ai remarqué que tu étais assez vindicatif envers les pilotes en disant les pilotes ne respectent plus les drapeaux jaunes comme ils le faisaient auparavant, Oui, que ça a des c'est grandes implications au niveau du danger éventuel. Mais maintenant que les ingénieurs, finalement, si on réfléchit, les ingénieurs ont, si pas éliminé tout à fait, écarté de façon excessivement efficace toute une série de risques prévisibles, de lésions mortelles ou presque. Une comète peut toujours tomber sur la tête de quelqu'un, comme l'a fait le fameux ressort de Rubens. Barrichello, Bon, bien sûr. et même ça maintenant, De donc on Watson. est en train d'étudier s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait... Donc je veux dire, attention, on a écarté toute une série de risques. Donc ce qui reste, c'est l'erreur humaine. Et tu veux dire, les pilotes, la mentalité des pilotes a évolué au point que pour eux, on peut prendre tous les risques puisqu'il n'y a quasiment pas de conséquences aux risques. C'est-à-dire, bon, maintenant, je ne pense pas que les pilotes, maintenant, de nos jours, où des gestes meurtriers sont beaucoup moins conséquents que par le passé, je ne suis pas sûr combien l'idée que l'issue pourrait en être fatale, combien ça figure dans leur tête au moment de donner le coup de volant. Je ne suis pas sûr. Moi, j'ai l'impression, en fréquentant un peu la jeune génération, la nouvelle génération, qui n'a jamais connu. Ils sont blasés, oui. J'ai parlé avec eux, hein, ils n'ont jamais mis les pieds dans un hôpital, Gary. Tout à fait. Ils se sont jamais fait mal. Oui. Donc voilà, par rapport à la génération Attends, précédente, c'est un autre sport. pour Oui, ainsi tout à dire. fait. Donc, reste comme conséquence les conséquences sportives. Or, pour ce que je vois, on n'est pas... Bon, maintenant, on est relatif. Je pense qu'on va devenir sévère, mais j'espère qu'il n'y a pas un accident, je veux dire, horrible et évitable. Accident. Par un laxisme parfois Oui, dans tout la, à fait. dans la, Moi, je la pense que gestion des... C'est vrai que les jeunes pilotes qui ont vu par exemple l'accident de Robert Kubica au Canada Ouais. et le voient sortir quasi indemne, se disent bon, risque zéro, on peut y aller, alors qu'à l'époque, c'est vrai qu'un coup de roue pouvait être fatal et C'est vrai, tout à qu'aujourd'hui. Bien, merci Ziv. Gary, voilà, je crois qu'on vous a mis un peu l'eau à la bouche en quelque sorte, hein, parce que Gary est passionné par ce sport qui nous passionne tous, et donc on va pouvoir partager avec lui eh bien, ses connaissances, son expérience du terrain et de nombreuses anecdotes tout au long de la saison en preview, en présentation de chaque Grand Prix. Le prochain, eh bien, ce sera avant le Grand Prix de Chine la semaine prochaine.